RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 24 janvier 2025, c'est parti pour 55 minutes d'échange avec un invité spécialiste de la question qui agite les débats politiques et bien au-delà en ce moment, le budget. J'ai nommé Christian Eckert, qui fut pendant 3 ans, de 2014 à 2017, secrétaire d'État au budget sous les gouvernements Valls et Cazeneuve, après avoir été, dès 2012, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Bonjour Christian Eckert, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous ? Bonjour, ça va bien, ouais. Un peu frais, mais ça va. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Christian Eckert est ce qu'on appelle un homme de chiffres, mais il n'ignore rien de leur pouvoir, ni de celui des politiques, à les triturer, à les manipuler. On compte sur l'agrégé de mathématiques qu'il est, ancien professeur en classe préparatoire à Famec et à Briey notamment, pour déployer tout son talent pédagogique, pour expliquer comment on fabrique le budget d'État et le budget de la Sécu, logiquement au cœur des débats qui agitent le pays depuis l'été dernier, et encore davantage aujourd'hui avec le risque d'une nouvelle censure début mars. Comme de tradition dans l'émission, je vais brosser votre portrait, Christian Eckert, en quelques lignes. Vous êtes né le 8 février 1956 à Algrange, c'est en Moselle. Alors que vous vous destinez à l'enseignement des mathématiques, vous consacrez vos vacances d'étudiant à travailler au Haut-Fourneau de Fleuranges, entre autres. Une expérience de terrain qui pourrait peut-être inspirer bien des politiques, parfois souvent qualifiés de hors-sol. Vous adhérez en 1981 au Parti socialiste, 81, vous nous direz si c'est toujours une année mythique pour la gauche. Vous appartenez au courant Fabius. En 83, vous devenez adjoint au maire de Trigueux, c'est dans le nord, la Meurthe-et-Moselle, puis maire de la commune, fonction que vous occuperez pendant 27 ans, jusqu'en 2014. Parallèlement, vous devenez conseiller régional en 1998, vice-président à l'aménagement du territoire et de l'après-mine de 2004 à 2010. Entre-temps, vous parvenez non sans mal à vous imposer comme le candidat du Parti socialiste en 2007. Vous vous opposerez notamment à l'investiture d'Aurélie Filippetti, parachutée depuis Paris, que vous retrouverez d'ailleurs plus tard au gouvernement. Vous êtes élu député et vous devenez l'un des porte-parole du PDS. Vous bataillez à l'époque notamment contre le texte libéralisant le travail dominical. Lors du retour de la gauche au pouvoir en 2012, vous êtes élu rapporteur à la Commission des finances. Pour faire simple, c'est le rapporteur du budget à l'Assemblée nationale. Votre page Wikipédia rapporte que vous avez été l'auteur de l'amendement qui a instauré la taxe sur les dividendes, amendement qui sera jugé contraire au droit européen, retoqué plus tard par le Conseil constitutionnel. Édouard Philippe, aussitôt arrivé à Matignon en 2017, vous tacle sévèrement. Et vous pointez les responsabilités d'Emmanuel Macron et d'Alexis Kohler, qui étaient à l'époque au ministère de l'économie, le premier comme ministre, le second comme directeur adjoint de son cabinet. Si je mentionne cet épisode, c'est parce que le débat ne cesse de rebondir depuis des mois autour de la taxation des grands groupes. En 2013, vous êtes opposé au projet de loi sur le contrôle du patrimoine des élus. Nous sommes alors en pleine affaire Cahuzac. Sortira l'année suivante la haute autorité sur la transparence de la vie publique. Est-ce que vous avez changé d'avis ? On reviendra sur cette question. En 2014, vous êtes nommé secrétaire d'État au budget. Vous y resterez quasiment 3 ans. Un pur et dur au budget, titre alors le Figaro. Ce qu'on sait moins, et que ne mentionne pas Wikipédia d'ailleurs, c'est que vous êtes à l'origine du prélèvement à la source, si décrit à l'époque, mais qui fonctionne finalement plutôt bien. Plus personne n'en parle aujourd'hui. Les affres du pouvoir, vous connaissez. La Cour des comptes vous reproche en 2017 à vous et à Michel Sapin d'avoir sous-estimé les dépenses de l'État. Donc je vous demanderai si vous êtes aujourd'hui solidaire de Bruno Le Maire. Vous perdez les législatives en 2017, moins de 10% des voix. Et l'année suivante, vous publiez un livre, « Un ministre ne devrait pas dire ça ». Vous vous montrez très critique vis-à-vis d'Emmanuel Macron, que vous étriez d'ailleurs régulièrement sur votre blog ou sur votre page Facebook. Vous êtes aussi critique sur votre famille politique. Vous quittez le PS en 2020-2021, lors de la préparation des régionales. Aujourd'hui, où en êtes-vous ? Question directe, est-ce que vous auriez voté la censure contre le gouvernement la semaine passée ou pas ?
avant de répondre à ces questions, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou à amender par rapport au portrait que je viens de dresser ? Juste une petite correction. Vous avez dit que je m'étais opposé au contrôle du patrimoine des élus. Non, j'avais simplement souligné que le rendre public était une vraie difficulté. J'ai trop mesuré que parler d'argent avec ses électeurs, parler de sa fortune, de sa situation personnelle est souvent très difficile, mais il faudrait une émission complète, je crois, pour en parler. Et ça, c'est un mal français. Oui, c'est un mal français, mais quand on parle du statut des parlementaires avec les indemnités ou les salaires qu'ils reçoivent, quand vous en parlez à quelqu'un qui a 800 € de revenus par mois, il ne peut pas comprendre. Et il pense qu'évidemment, en politique, on se fait beaucoup d'argent, ce qui est généralement faux. Il y a bien d'autres professions où on gagne beaucoup plus d'argent qu'en faisant de la politique, même en étant parlementaire. Mais ça, personne ne vous croira quand vous le direz. Je me promenais toujours avec ma fiche de paye dans ma poche. Et souvent, même quand j'étais ministre, et souvent les gens étaient assez surpris et fantasmaient beaucoup sur la situation des ministres. Donc c'est peut-être l'occasion d'expliquer, d'être transparent, ou c'était de la transparence excessive? Oui, mais le contrôle dont il était question était assez particulier parce que rendre public les fiches d'imposition, d'abord ça met en jeu parfois des questions familiales dans des couples ou avec des enfants qui sont rattachés au foyer familial. Je m'étais opposé d'ailleurs aussi à l'interdiction du cumul des mandats tel que ça a été décidé. J'avais suggéré simplement qu'on limite drastiquement le cumul des indemnités de fonction. C'est déjà écrété. Alors c'est écrété, mais c'est écrété à un niveau relativement élevé. C'est une fois et demie l'indemnité parlementaire. Et vous avez aujourd'hui des élus locaux qui ne sont pas écrétés, puisque les élus locaux ne sont pas soumis à cet écrêtement qui ne concerne que les parlementaires. Justement, un point, c'est le cumul des mandats. Ça revient aussi... oui, je crois que c'est une bonne chose. En deuxième semaine, c'est une bonne chose de revenir sur le cumul. Oui. De quelle manière? Est-ce qu'il ne faut pas davantage l'encadrer? Parce qu'avant la loi sur le cumul, il y avait des élus qui avaient 3, 4, 5 mandats. Enfin, c'était... Oui, il faut l'encadrer. Je pense par exemple qu'il est assez impossible d'exercer en même temps les fonctions de maire d'une grande ville et de parlementaire. Par contre, autoriser les maires de communes de 5-10 000 habitants à être en même temps parlementaires me semble utile pour la connaissance, l'expérience, le retour du terrain qui peut être fait. C'est ce qui manque aujourd'hui beaucoup dans la vie politique. Quand j'étais député, j'ai mesuré que la plupart du temps, les gens, c'est curieux, les plus présents et en tout cas les plus actifs au Parlement étaient des élus locaux qui étaient maires ou conseillers départementaux, contrairement à ce qu'on pense. Et les plus hors sol, si vous voulez, étaient généralement des gens qui n'avaient pas d'expérience politique locale. Donc aujourd'hui, ça pourrait expliquer la défiance des citoyens vis-à-vis des politiques? C'est un élément, il y en a d'autres. Hein. Il y a des questions... J'étais très surpris récemment sur un sondage où les gens mettaient la corruption comme étant un de leurs soucis par rapport à la classe politique. Et un journal que je vais citer, Mediapart, relevait par exemple qu'au cours des 30 derniers jours, il y avait eu tous les jours une affaire qui concernait des femmes ou des hommes politiques pour des raisons diverses et plus ou moins importantes. Et c'est vrai qu'on commence à s'habituer à ce que régulièrement des parlementaires, des ministres, des maires soient poursuivis pour des choses qui sont quand même, la plupart du temps, assez difficiles à accepter de la part de nos concitoyens. Donc on a l'impression que le monde politique est corrompu, mais est-ce que c'est pas lié finalement à la loi sur la transparence? Non, mais je veux dire, cette impression. Oui. Mais finalement, est-ce qu'on ne va pas dire que c'est un mal pour un bien? Aujourd'hui, c'est quand même plus difficile de frauder en politique ou de percevoir des pots de vin. C'est quand même plus compliqué. C'est un peu comme la drogue, si vous voulez. C'est-à-dire, plus vous en trouvez, il y a toujours deux explications. Soit il y en a plus, et vous en trouvez plus, soit vous la cherchez mieux, et vous en trouvez plus. La corruption, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de corruption? Je n'en suis pas sûr. Globalement, je veux dire, les femmes et les hommes politiques, surtout les élus locaux, sont des gens extrêmement sérieux et réglo, si j'ose dire. Ça, c'est l'ancien secrétaire d'État au budget qui voyait tout, qui peut l'affirmer aujourd'hui, là. Bon, écoutez... Vous aviez quand même accès à... J'avais accès à un certain nombre de dossiers, c'est vrai, mais je n'ai pas passé mon temps à demander des dossiers individuels, si vous voulez. D'ailleurs, on s'était mis d'accord avec le ministre des Finances de l'époque, Michel Sapin, pour dire que nous n'intervenions jamais dans des affaires individuelles.
mais que nous pouvions donner des consignes, entre guillemets, collectives, disons, bon, voilà, regardons plus la situation de je ne sais quelle catégorie socio-professionnelle, catégorie géographique ou autre, mais on s'interdisait de donner des avis sur des situations individuelles, parce que c'est évidemment une question de séparation des pouvoirs importante. Vous étiez à l'époque de l'affaire Cahuzac, député très investi, vous étiez rapporteur général du budget. 10 ans après, qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que vous avez vécu ça à l'époque comme un traumatisme, comme un choc? Absolument. Il se trouve que le bureau de M. Cahuzac, de Jérôme Cahuzac, était en face du mien. Il se trouve aussi que nous étions ensemble sur les questions financières et budgétaires. Il a été président de la commission des finances. J'ai moi-même intégré la commission des finances assez rapidement. Et donc, c'est quelqu'un que je voyais tous les jours. Ensuite, quand il a été ministre, j'étais rapporteur général du budget, vous l'avez rappelé, et c'est celui, entre guillemets, qui fait le lien entre le gouvernement et Bercy, si vous voulez, avec l'Assemblée nationale. Et donc, c'était quelqu'un que je voyais régulièrement. Et quand l'affaire a éclaté, je me souviens que nous étions en session budgétaire, et il était à côté de moi. Enfin, et je le voyais de temps en temps réagir à son téléphone, à ses messages, voire même, et c'est assez rare, répondre au téléphone pendant la séance. Je ne savais pas toujours pourquoi ni comment. Donc ça a été effectivement une affaire qui, personnellement, m'a beaucoup surpris et touché. Ensuite, je dirais qu'à la différence peut-être d'autres affaires, une fois les choses confirmées, ça a été vite réglé. Il est passé en justice, il a été condamné. On a connu un certain nombre d'affaires politico-financières qui ont duré des décennies. Là, les choses ont été vite réglées. François Hollande a pris les décisions très vite, dès qu'il a eu la confirmation des choses. Et ça a servi effectivement à la création du parquet national financier, qui aujourd'hui trouve un certain nombre de situations anormales. Et en plus, je crois que ça a peut-être aussi contribué à montrer ce qu'il ne faut pas faire à un certain nombre de nos collègues. Mais tout le monde a raison de dire que ce qui s'est passé est inacceptable. En particulier le fait d'avoir, devant le Parlement, j'étais présent, menti effrontément, si j'ose dire. Mais pourtant, il a osé se représenter aux législatives. Là. J'ai un peu de mal à le comprendre, effectivement. Bon, on va revenir à votre parcours. Vous êtes aujourd'hui un électron libre à gauche, puisque vous avez quitté le PS. Vous ne savez pas réintégrer le PS depuis 2021. Alors, je vais vous livrer un scoop. J'ai réintégré le PS depuis quelques semaines, à peine, avant la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que se profile au PS un congrès, et que ce congrès, j'ai envie, pas forcément d'y faire entendre ma voix, je commence à prendre de l'âge. Mais vous êtes toujours écouté. Je suis parfois écouté, c'est vrai, mais j'ai envie aussi de voter pour dire ce que je pense de la direction, dans tous les sens du mot direction, du Parti socialiste en ce moment. Et le PS, donc vous avez adhéré en Meurthe-et-Moselle Oui, j'ai réadhéré en Meurthe-et-Moselle, dans le Nord de la Meurthe-et-Moselle. Votre demande a été acceptée sans difficulté. Écoutez, oui, j'ai même eu un message de la première fédérale actuelle qui m'a dit qu'elle avait appris... Marie-Josée Hama. Marie-Josée Hama, parce que j'ai adhéré sur Internet, comme on peut le faire, et Marie-Josée Hama m'a envoyé un message en disant que je suis très heureux que tu reviennes. Donc vous êtes à jour de cotisation, vous pourrez voter écoutez, j'ai payé ma cotisation sur Internet, et je pense, j'ai l'intention effectivement de m'exprimer, là aussi dans tous les sens du mot. Et vous vous sentez dans quel courant vous vous sentez dans les opposants à Olivier Faure Vous rejoignez plutôt Maillard-Rossignol Avant de vous répondre, je voudrais quand même dire pourquoi j'étais parti. J'étais parti avant la NUPES et avant, bien sûr, le NFP. Pas pour ces raisons-là. Je veux dire, après, bien sûr, je donnerai mon point de vue sur ça, mais je suis parti dans le cadre de la préparation des élections régionales, oui. Pour deux raisons. Pour le fait que se profiler une alliance avec des personnes dont je connais le passé, j'allais dire, et dont je crains le futur. Et deuxièmement, parce que le PIO, le Nord de la Meurthe-et-Moselle, à qui on avait demandé des sacrifices au départemental en contrepartie d'engagement
pour avoir un élu du nord de la Meurthe-et-Moselle. Ça avait été clairement dit et ça n'a pas été respecté. Donc, j'ai considéré qu'en étant le seul, c'était une époque de visioconférence, je crois, le seul sur 40 membres du Conseil fédéral à voter contre la liste, j'avais plus ma place à l'intérieur du parti. Ensuite sont arrivées ces affaires d'alliance à gauche qui ne m'ont pas franchement encouragé à revenir. Ouais, aujourd'hui, vous êtes plutôt sur la ligne Cazeneuve aujourd'hui, ou vous vous sentez plus proche Je ne suis pas plutôt, je suis entièrement sur la ligne Vous êtes Cazeneuve. entièrement, ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Mais Bernard Cazeneuve, lui, vous êtes proche, vous êtes amis, là, vous parlez de temps en temps. On se parle, bien sûr. Bernard, mais il n'a toujours pas réadhéré au PS, vous pensez qu'il va le faire? Non, je pense qu'il ne va pas réadhérer au PS, c'est en tout cas sa position. Il a créé une fédération qui s'appelle la Convention, où il y a autour de 10 000 adhérents. On peut être socialiste et adhérer à la Convention. La plupart des radicaux de gauche ont adhéré à cette convention. Et Bernard réunit... moi, j'ai quelques responsabilités. C'est encore assez flou. Mais au niveau départemental, je suis un des correspondants, si vous voulez, pour la Meurthe-et-Moselle, voire même parfois pour le Grand Est. Et nous avons des visioconférences assez régulièrement. Il y en a eu une d'ailleurs dimanche dernier où, avec Bernard et l'ensemble des responsables, nous étions environ 70 ou 80 en ligne à ce moment-là. Pourtant, on l'entend peu pour vous. Oui, la NUPES, c'était pas votre tasse de thé, ça j'avais compris. Le NFP, un peu plus ou pas là? Le NFP, il a plusieurs défauts. Il en a un majeur, pardon de revenir à des choses que je connais le moins mal, c'est la question du budget. Quand le programme du NFP a été monté, je veux dire, c'est un programme irréaliste en matière de dépenses comme en matière de recettes. Moi, je crois qu'il faut effectivement faire des économies. Alors, mais là, justement, on pourra parler des volumes tout à l'heure. J'avais glissé la question en vous présentant dans votre portrait. Est-ce que vous seriez député aujourd'hui, vous auriez voté la censure ou pas la censure? Laquelle? La dernière, pas celle, je parle. Non, la dernière, je ne l'aurais pas votée. Moi, je me serais prononcé sur des faits. Je suis un peu prof de maths, vous l'avez dit, donc un peu cartésien, et les postures, ça va bien 5 minutes. Donc, j'aurais attendu d'avoir sous les yeux le projet de budget. Aujourd'hui, qui connaît le projet de budget? On a une version qui est celle du Sénat. Le gouvernement dit tout n'est pas fini. Il va y avoir une commission mixte paritaire, etc. Donc, pour avoir été dans ces techniques budgétaires longtemps, je sais que tout peut bouger, y compris jusqu'au dernier moment. Le texte qui sera présenté, je crois que c'est jeudi prochain au Parlement, je ne connais pas. Je ne connais pas les taux, les volumes, les budgets, les lignes, les nouvelles mesures ou pas. Et en fonction de ça, je me prononcerai sur une censure ou pas. Aujourd'hui, ce que j'entends est plutôt négatif. Par exemple, l'affaire des 5 ou 7 heures de travail gratuit, je trouve ça un peu croquignol, quoi. Ça va bien. Il y a des exonérations de cotisations sociales qui sont extrêmement nombreuses. Et si on veut renflouer un peu les caisses de la sécurité sociale, on va peut-être veiller à regarder, c'est presque 100 milliards, je crois, d'exonérations de cotisations sociales. On dit qu'il n'y a pas assez de travail pour que les salariés financent seuls la sécurité sociale. Évidemment, on les a exonérés. On a exonéré parfois même les salariés, mais aussi les entreprises, de cotisations sociales. En contradiction d'ailleurs avec une loi de Mme Veil de 1994 qui disait quand on exonère de cotisations, il faut que le budget de l'État renfloue et compense à hauteur. Ce qui n'est plus fait. C'est-à-dire, par exemple, après l'affaire des Gilets jaunes, M. Darmanin, qui était au budget, a introduit une exonération de cotisations sociales pour plusieurs milliards, 2 ou 3 milliards, dont il a été explicitement inscrit dans la loi qu'elle ne serait pas compensée par l'État. Donc justement, on est pourtant le pays où, dit-on, les prélèvements obligatoires sont les plus lourds et où les services publics fonctionnent plus ou moins bien, plutôt moins que plus. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe que vivent mal les Français là? Sur vos deux affirmations, la première ne me convainc pas. Si vous voulez. Ce benchmarking permanent en disant on est ceux qui faisons le plus d'eux, etc. Est-ce qu'on se plaint que la France est le pays du monde qui accueille le plus de touristes tous les ans? Non. Est-ce qu'on se plaint que la France est le
meilleur pays pour fabriquer des baguettes de pain. Non. Donc, ce premier argument, bien sûr, doit attirer notre attention, mais n'est pas forcément un argument massif qui consistera à dire il faut qu'on fasse comme les autres. Là, j'ai parfois prétention... Je pensais que vous alliez me dire, tout dépend de ce qu'on met d'ailleurs dans les prélèvements obligatoires. Ça aussi, bien sûr, c'est important. Mais j'ai prétention parfois à ce que notre pays soit le meilleur du monde sur un certain nombre de sujets. Sur votre deuxième affirmation, où les services publics fonctionnent le moins bien, c'est plus inquiétant et vous avez plus raison. Je mesure tous les jours en regardant ce qui se passe. Vous qui êtes ancien professeur, c'est l'enseignant. Quand on regarde l'éducation nationale, vous ne pouvez pas dire qu'elle est au mieux de sa forme. Là. Il y a la question de l'enseignement, il y a la question des hôpitaux, de l'hôpital, il y a la question de beaucoup de services. Je prends la Poste, par exemple. Je crois que c'est ce matin où un journal régional expliquait que le courrier était très mal distribué. Moi, j'ai des paquets qui se sont égarés à titre personnel. Les bureaux de poste qui ferment. Une lettre qui est arrivée 26 jours après parce qu'elle avait un timbre vert, que j'ai reçu hier ou avant-hier. Je veux dire, tout ça est complètement anormal. Donc, il faut veiller à ce que les services publics soient plus efficaces. Oui, c'est une question parfois d'organisation. C'est parfois des questions budgétaires, il faut le dire clairement. C'est probablement le cas pour la justice, par exemple. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et là-dessus, il faut un petit peu de temps, un peu de volonté. Il faut trouver des sous, là. On les trouve où? Alors, je pense que j'évoquais... ou c'est vous qui évoquiez les secteurs qui peuvent produire un certain nombre de recettes pour l'État. Prenons quelques exemples. Les très hauts patrimoines en France, toutes les études le montrent, sont beaucoup moins imposés en pourcentage que ceux qui commencent à rentrer dans l'impôt. C'est complètement anormal. Il faudrait un taux minimal d'imposition pour tout le monde, à partir d'un certain niveau. Donc, voilà un élément. La flat tax, pardon de cette technique, mais c'est l'imposition et la cotisation sociale des revenus du capital. Essentiellement les dividendes, mais ça peut être les plus-values, ça peut être un certain nombre de revenus de ceux qui ont des patrimoines ou du capital, comme on dit. Cette flat tax est fixée à 30%. Il y a 17,5% de cotisation sociale. Ça veut dire que l'impôt qui est payé sur ces revenus du capital est de 12,5%, si je calcule bien. Et bien, vous savez que la première tranche d'impôt sur le revenu, la deuxième est à 14%. C'est-à-dire qu'on paye moins d'impôts qu'un salarié modeste ou moyen sur des revenus du capital. Vous parliez de François Mitterrand tout à l'heure. Donc, en clair, le capital rapporte plus que le travail. Ceux qui gagnent de l'argent en dormant, c'est ce que disait... je crois François Mitterrand, est beaucoup moins imposé que les revenus du travail. Donc, voilà un élément sur lequel il faut travailler. L'imposition des multinationales, les optimisations fiscales, agressives ou pas, voire même les fraudes, mais parfois, vous savez que même sans frauder, c'est une vraie difficulté, les entreprises, les grosses entreprises, notamment les multinationales, payent beaucoup moins d'impôts. Regardez. Pour vous parlez d'optimisation fiscale, vous êtes voisin du Luxembourg. Oui, j'allais y venir. Le Luxembourg est un paradis fiscal ou s'il a fait des progrès paradis, il n'y a pas la mer ni les palmiers, mais fiscalement, il a fait peu de progrès. On a beaucoup accusé le Luxembourg de faire des tax rulings, comme ils disent, c'est-à-dire des accords où les entreprises payaient les impôts à la tête du client, ce qui est en France complètement interdit d'ailleurs, y compris par la Constitution. Et j'observe quand même que le Luxembourg attire, et s'il attire, c'est pas pour le climat ou pour la qualité du paysage. Et donc, oui, mais plutôt que de pointer le Luxembourg, moi je pointerais l'Europe. L'Europe, elle a eu quelques réussites. Je dis souvent, Airbus n'existerait pas s'il n'y avait pas eu une initiative européenne, et Airbus est un vrai succès économique pour l'emploi et pour l'industrie. Un peu plus fragile aujourd'hui. Ça fonctionne encore très bien. Les carnets de commandes sont complètement pleins et ils dépassent Boeing ou à peu près. Donc, voilà. Oui, Boeing est vraiment dans les choux. Oui, dans les choux. Et ce que je veux dire, c'est que l'Europe est capable d'avoir des succès. En matière fiscale, l'Europe existe peu. On l'ignore, mais il y a des accords sur la TVA. La TVA est non pas harmonisée complètement, mais est coordonnée, je dirais, dans les différents pays européens. On pourrait le détailler, mais
on n'aura pas le temps. Et par contre, sur la question de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt des sociétés, il n'y a pas de règles européennes. Et vous savez que pour modifier ces règles européennes sur les questions fiscales, il faut l'unanimité. Ouais. Donc il suffit que l'Irlande, qu'on n'obtiendra jamais, le Luxembourg ou je ne sais quel autre pays, quelle que soit sa taille, s'oppose à ce qui est une harmonisation de la fiscalité qui permettrait d'éviter que des entreprises qui ont une activité énorme en France aillent remonter ses bénéfices dans un pays à fiscalité complaisante, c'est un euphémisme. Je crois qu'il suffirait de changer cette règle de l'unanimité. Alors, pour ça, il faut probablement changer un traité. Ça va changer pour beaucoup de choses, d'ailleurs. Oui, alors il y a d'autres domaines. On pourrait parler de la défense, on pourrait parler de beaucoup de domaines. Mais ça, c'est un sujet quand même qui touche beaucoup, qui frappe. Quand j'entends M. Trump parler de mettre des droits de douane énormes, histoire d'enquiquiner tout le monde, je pense que l'Europe pourrait avoir là aussi un discours, une position plus unanime et plus uniforme. Justement, je pensais vous interroger sur Trump. On peut faire une petite incise là-dessus. Je pensais en deuxième partie, mais on peut en parler maintenant. Trump, c'est quelqu'un qui vous inquiète ou il dit beaucoup plus qu'il ne pourra faire? Oui, c'est quelqu'un qui m'inquiète beaucoup. Vraiment énormément. Enfin, je pense que vous avez suivi, et vos auditeurs le savent, que Trump a créé une monnaie, une crypto-monnaie. À son effigie, là. À son effigie, qui lui a procuré quelques milliards de bénéfices en quelques jours, voire en quelques heures. Vous n'avez pas encore pensé ou à créer une monnaie locale dans le pays à votre effigie? Je ne suis pas sûr que ça marcherait. Mais bon, non, mais en plus, si vous voulez, sur un plan éthique, c'est absolument incroyable. C'est profiter, entre guillemets, de sa situation personnelle, liée bien sûr à une élection, pour obtenir une fortune privée. Au-delà, est-ce que c'est un danger pour le monde, Trump aujourd'hui? Alors, ses partisans disent que lorsqu'il a été président, il n'y avait plus de guerre. Et que quand il sera président, il mettra fin à toutes les guerres. Alors, s'il faisait ça, on lui donnera acte. Mais cette idée de... Oui, il est même prêt à concourir pour le prix Nobel. De la paix, oui. Mais cette idée de « make American great again », c'est-à-dire de rendre l'Amérique grande et forte, et la première du monde. On appelle maintenant les MAGA. Les MAGA, oui. Ceci est quand même quelque chose qui manque un peu d'humanisme et d'humilité. Je veux dire, on oublie que les inégalités dans le monde sont parfois aussi la conséquence de la volonté de certains pays à dominer les autres. Et justement, pour revenir à l'Europe, est-ce que vous pensez que l'Europe se prépare ou s'est préparée pour affronter Trump? On est un peu quand même dubitatif par rapport aux positions de Mme von der Leyen. L'Europe est assez silencieuse, je dirais, pour le moment. Mais on l'a déjà vu sur d'autres sujets. Quand l'Europe a eu à faire face à l'invasion des réseaux sociaux, elle a mis bien du temps et elle a fait... Bon, certes, elle a fait des choses, mais M. Breton, je ne suis pas forcément un partisan, mais enfin, a quand même eu beaucoup de mal à imposer un certain nombre de règles, de cadres au fonctionnement, je dirais, moral et éthique des réseaux sociaux. Donc, non, l'Europe, je pense, n'est pas prête à l'élection de Trump. Je crois que je ne sais plus qui le disait l'autre jour, quel ministre, je crois, disait qu'en fait, personne ne croyait à l'élection de Trump. Il y a 6 mois, un an, enfin, il y a un an, peu de monde, en tout cas, pronostiquait l'élection de Donald Trump. On arrive au terme de la première partie de l'émission. On va faire une petite respiration musicale. Vous avez choisi France Gall, là. Oui, surtout pour le titre, parce que il a une signification. RCN, on va pas se raconter d'histoire. Philippe Rivet. Nous sommes en compagnie, encore pour une demi-heure, de Christian Ecker, ancien secrétaire d'État au budget entre 2014 et 2017, qui a toujours le verbe très précis, toujours fin observateur, et qui vient de nous révéler qu'il remplit en politique, puisqu'il vient de nouveau d'adhérer au Parti socialiste. Mais je vais surtout faire appel maintenant à l'enseignant et à ses talents de pédagogue pour nous expliquer comment on fabrique un budget. Est-ce que le ministre du budget, c'est le ministre le plus détesté du gouvernement,
ou si c'est se faire des alliés. Comment ça se passe quand on entend tous les ministres nous dire « Ah, bah ça, c'est de la faute à Bercy ». Comment vous réagissez là-dessus? Et comment on fabrique vraiment un budget? Concrètement, comment ça se passe? Concrètement, ce qu'il faut d'abord avoir en tête, c'est que c'est quelque chose de très long qui commence très tôt dans l'année. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui début 2025. Les travaux préparatoires à la loi de finances pour 2025, ils ont dû commencer au mois de février-mars dernier. C'est-à-dire à peu près un an avant, à peine moins d'un an avant le 1er janvier. Pourquoi? Parce que d'abord, on regarde ce qui s'est passé l'année d'avant. On a les comptes en février-mars de l'année précédente. Donc on regarde, est-ce qu'il y avait trop de sous à tel endroit? Est-ce qu'il n'y en avait pas assez à tel autre? Pourquoi on a eu plus ou moins de recettes sur telle ou telle ligne budgétaire? Donc l'administration commence à travailler. Et dans une première étape, les administrations travaillent, c'est-à-dire les administrations du ministère du budget avec les différents ministères. Chaque ministère a bien sûr ses structures financières et il y a un premier tour de piste, j'allais dire, entre les administrations qui commencent à dire voilà ce qui s'est passé l'année dernière et voilà ce qu'on attend pour l'année qui commencera dans moins d'un an. En général, ça se passe mal. Évidemment, les ministères veulent plus d'argent et le ministère des Finances veut en donner moins. Parce qu'il a le souci de réduire les déficits. Il y a une deuxième étape qui est ensuite l'étape des cabinets des ministres, qui sont des politiques au bon sens du terme, c'est-à-dire qui ont en général un point de vue qui est conforme à celui du gouvernement. Et les cabinets font un deuxième tour de piste et règlent un certain nombre de problèmes, s'accordent sur un certain nombre de problèmes parce que politiquement, ils savent où on veut aller. Le troisième tour Donc ça nous amène à l'été, quoi. Ça nous amène, oui, à l'été et au mois de juin, parfois juillet, il y a ce qu'on appelle les conférences budgétaires. Les conférences budgétaires, alors là, c'est le ministre du budget, ou le secrétaire d'État en ce qui me concerne, qui reçoit tous les ministres, sauf un d'ailleurs, je dirais lequel après, qui reçoit tous les ministres pour finaliser les choses. Après, il y a deux solutions. Ou ils tombent d'accord, parfois ça arrive, la moitié du temps, quand tout va bien. Et quand ils ne sont pas d'accord, c'est le Premier ministre qui ensuite, avec les deux ministres, le ministre du budget et les autres, tranche, arbitre, comme on dit couramment. Ça ne remonte pas à l'Élysée, parce que j'ai entendu des ministres dire « j'ai accepté le poste parce que j'ai dealé avec le président de la République ». Les conversations entre le président de la République et le Premier ministre, on ne les connaît pas toujours. Donc il peut y avoir évidemment des choses. Quand j'ai dit « sauf un », c'est le ministère des Armées, le ministère de la Défense. Pourquoi? Parce que on considère dans notre pays que la Constitution donne au président de la République le monopole de l'action du ministère de la Défense. Et là, en général, ça nous échappe, même si on est parfois informé quand tout va bien. Et puis, il y a des questions qui concernent le secret défense aussi, bien entendu. Et ça, on peut le comprendre. Alors, ça nous amène à juillet. Et fin juillet, tous les ministres reçoivent la lettre du Premier ministre qui leur dit voilà ce qui va se passer dans le budget. Ensuite, on part en vacances, en général, début août. Et puis, à partir du mi-août jusqu'à septembre, on écrit les choses en détail. Le Conseil d'État est saisi. Et ensuite, c'est le travail parlementaire qui, entre les deux chambres, et parfois plusieurs textes, loi de finances, sécurité sociale, parfois des lois de finances rectificatives. Là, ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, deux projets de loi. Il y a deux grands projets de loi. Le budget de l'État et le budget de la sécurité sociale. Tiens, c'est moi qui vais vous poser une question. Quel est le plus important en termes de volume? Moi, j'allais vous poser la question, vous m'avez crié, j'allais vous demander, je ne les ai plus en tête, donc j'avoue, j'allais vous demander quel est le budget des deux. Eh bien, contrairement à ce que pensent les gens, le plus important, c'est la Sécu. En volume, c'est le budget de la Sécu, qui en gros représente la moitié des dépenses de l'État. Et le budget de l'État représente à peu près un quart des dépenses publiques. Donc, vous voyez, la dépense publique, c'est moitié Sécu, j'arrondis, bien entendu, moitié Sécu, un quart État, et le dernier quart, collectivité territoriale.
Le budget de l'État, il s'élève à combien à peu près? Alors ça dépend si on regarde les recettes et les dépenses. Oui. Ils n'ont pas échappé Oui, qu'il y a oui, 150 milliards de différence, ou un peu plus même. Ouais, ça tourne autour de 400 milliards, on va dire. Et le budget de la Sécu? Le double, environ 800 milliards. Ça dépend des années, bien entendu. Mais ça se sait effectivement peu. Là, oui, mais j'ai moins de détails chiffrés. J'ai arrêté mon travail au budget depuis 2017. Ça veut dire 7 ans. Mais depuis, ne me dites pas que depuis 10 ans, vous n'avez jamais regardé un budget. Oui, mais bien entendu. Bon. Puisque vous disiez tout à l'heure que vous n'auriez pas voté la censure. Le prochain budget, donc il faut attendre effectivement de voir le budget complet. On est bigrement en retard là, cette année, quoi dire. Oui, parce qu'en général, c'est voté en novembre. Non, c'est voté en décembre. Enfin, en décembre, mais on commence à discuter de la Sécu. En général, on vote le 23 décembre, c'est-à-dire on essaie quand même d'être à côté du sapin de Noël le 24, et on s'exerce on s'arrange pour discuter à l'automne, quoi. Discuter à l'automne, voilà, c'est ce qu'on appelle le marathon budgétaire. Pardon de le dire, mais le secrétaire d'État au budget, il est jour et nuit sur le pont. Ouais. Donc il a encore des forces pour réveillonner après à Noël. Il en reprend. Il en reprend. Aujourd'hui, ça va être quand même un peu compliqué parce qu'on verra si le budget passe ou pas. Dans l'hypothèse où il est adopté, ou sinon il passera éventuellement au 49.3, ça arrive très tardivement. Or, les collectivités locales ont jusqu'à fin mars pour voter leur budget, hors année électorale. Les années électorales, c'est un mois de plus, si je ne me trompe pas. Là, c'est jusqu'à fin avril. Donc, jusqu'à fin mars, elles attendent les dotations. Là, elles y vont actuellement au doigt mouillé. Là. Oui, enfin, les plus grosses collectivités territoriales, je pense aux régions, départements, souvent votent leur budget en fin d'année. Oui. Précédentes. Sans connaître forcément les détails des recettes, parce qu'ils ont des marges. Bon. Les communes, je dirais, plus traditionnelles, plus modestes, les communes moyennes, si vous voulez, en général, effectivement, attendent le mois de mars, c'est la dernière limite, parce qu'ils ont besoin d'informations précises sur les recettes fiscales. D'abord, la taxe foncière, qui va être une part importante de leurs revenus, et puis aussi les dotations. Alors, l'importance des variations des dotations est très variable suivant la nature des communes. Quand on parle de fiscalité des communes, des collectivités territoriales, moi je dis toujours il faut avoir en tête le mot hétérogénéité. C'est-à-dire, vous comparez Neuilly et Algrange, ça n'a rien à voir. Comparer une commune touristique avec une commune post-industrielle, ça n'a rien à voir. Une commune qui les dotations ne sont pas les mêmes. Et les dotations sont complètement différentes. C'est-à-dire, il y en a qui sont dépendantes directement des notations, souvent les plus pauvres, et les autres qui le sont beaucoup moins, parce qu'ils ont des assiettes plus importantes pour les recettes. Aujourd'hui, la suppression de la taxe d'habitation, c'était une bonne chose ou c'était une erreur qu'il conviendrait de réparer, à votre avis? Alors... Bien sûr, ça a été assez populaire. Les gens étaient bien contents qu'un impôt disparaisse. Mais ce qu'il faut toujours savoir, c'est que ceux qui ont le plus gagné sont ceux qui avaient les maisons les plus cossues. Pardon de le dire, mais en ce qui me concerne, j'ai une maison importante. C'est l'ancienne maison du directeur de la mine de Trieux. J'étais le plus gros, je le sais, j'étais le plus gros contribuable local en termes de taxe d'habitation. Alors, j'ai fait une grosse économie. Est-ce que j'étais celui qui en avait le plus besoin? Je n'en suis pas sûr. Deuxièmement, est-ce qu'elle est compensée? Parce que c'est ça la question. Oui. On a supprimé une recette importante des collectivités. Alors, on l'a remplacée par un bricolage sur d'autres financements, des départements qui, eux, ont reçu un bout de TVA. Enfin, c'est absolument incompréhensible, même pour un agrégé de mathématiques. Et ce qui est surtout important, c'est que ce genre de montage, la première année, vous êtes en général compensé, mais les années qui suivent, que se serait-il passé si vous êtes une commune en expansion, où vous gagnez des maisons, des assiettes fiscales? Est-ce que la réévaluation, est-ce que la compensation va tenir compte de cette évolution? Pas sûr. Est-ce qu'elle va être indexée sur l'inflation, sur l'indice des loyers, etc.? Pas sûr. Et pour avoir été, 3 ans en fonction, je sais que ce système de compensation de disparition de recettes... relève de l'illusion. Non, mais avec le temps et avec, je dirais, l'habileté de certains fonctionnaires ou ministres de Bercy, il y a une lente érosion. On a tendance vraiment à raboter ça pour combler les déficits de l'État.
Le déficit de l'État aujourd'hui, est énorme. Est énorme. Est-ce énorme. que ça vous inquiète? Oui. On voit les taux. Non, ce qui m'inquiète, c'est essentiellement pourquoi on en est arrivé là et Oui. comment on en est arrivé là. Est-ce que c'est Bruno Le Maire, justement, je vous Mais pose oui. la question tout à l'heure, Mais vous êtes oui. solidaire ou Ah il y a non. eu une erreur de plusieurs dizaines Non, de mais écoutez, milliards? écoutez, C'est vous- purement vous avez- incroyable pour le citoyen de base que je suis là. Ce point est Donc très important. expliquez-moi ça Ce point est très techniquement. important. Très important. Vous avez fait allusion tout à l'heure au fait qu'en 2017, la Cour des comptes, pas seulement d'ailleurs, nous a reproché d'avoir, au milieu de l'année 2017, une forme d'insincérité de nos prévisions budgétaires. C'est-à-dire, en clair, vous avez sous-estimé les dépenses de l'État. Enfin, Parfois c'est on ce que vous sous-estime reprochez. les dépenses, parfois on surestime les recettes. Les recettes, oui, c'est On- bon. Le tout, résultat tout est le le même. monde a bon, le résultat malheureusement est le même. Ce que je veux dire, c'est que mon expérience fait que quand on fait un budget, il faut avoir un autre mot en tête, humilité. Pourquoi ? Parce que je vous ai donné tout à l'heure le calendrier. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire au mois, août-septembre, vous finalisez des budgets qui vont commencer à s'exécuter quasiment 6 mois plus tard, 4 ou 5 mois plus tard, et qui vont durer 12 mois. Qu'est-ce qui peut se passer ? Une guerre, le pétrole qui s'enflamme, une épidémie, le cours du dollar qui bouge, la croissance qui chute ou qui augmente, l'Europe qui vous demande tout d'un coup plus d'argent ou moins d'argent. Je veux dire, il y a des phénomènes qui se produisent après que vous ayez voté le budget. C'est pour ça qu'on fait souvent des lois de finances rectificatives. C'est normal. J'ai connu une période en 2011 où il y en avait quasiment une tous les 2 mois. C'était la fameuse crise post-subprime. Bon. Eh bien, là, le gouvernement n'a pas réagi. C'est-à-dire, il a eu, semble-t-il, des contrariétés. Probablement un peu. Quand Bruno Le Maire explique qu'il a demandé plusieurs fois de faire une loi rectificative, c'était refusé par l'Élysée. Oui, mais enfin, à ce moment-là, je veux dire, il est ministre des Finances, il sait où il va. Et claque la porte. Enfin, excusez-moi. Parce que là, comment on en est arrivé là ? On a, nous, parfois eu des dérapages, évidemment, de quelques milliards, pour des raisons. Vous savez, le jour où le président de la République décide d'envoyer 3000 hommes au Mali, peu importe si on est d'accord ou pas, il faut les payer. Il faut payer les avions, il faut payer les bateaux, il faut payer le matériel, l'armement, etc. Donc, pouf, tout d'un coup, vous avez 300-400 millions de dépenses qui se rajoutent non prévues. On appelle les OPEX, opérations extérieures. Eh bien, là, je veux dire, le ministre des Finances, s'il avait été sérieux, entre nous, en 2023, c'était déjà un peu pareil, hein, il y a eu à peu près les mêmes dérapages. Quand on prévoit 4,4, je crois, et qu'on finit à 6,1, on se trompe de 60 milliards. Enfin, je veux dire, on peut se tromper de 3, 4, 5 milliards, pas de 60, quoi. Donc là, moi, je pense qu'il y a franchement eu une volonté de mettre la poussière sous le tapis, de cacher les difficultés. Le tapis avait quand même de sérieux bourrelets. Là, mais là, franchement, c'est du jamais vu. Et en plus, avec parfois une fanfaronnade de certains ministres, vous parliez de Bruno Le Maire tout à l'heure, qui disait j'ai sauvé la France, tout va bien, etc. Donc, au bout de 7 ans du gouvernement Macron, vous avez évoqué le livre que j'ai commis, qui était, on va dire aussi encore un euphémisme, mais qui n'était pas favorable à Emmanuel Macron. À l'époque, on va dire qu'il était assez vitriolé. Et à l'époque, beaucoup de mes amis disaient tu exagères. Et aujourd'hui, quand je les rencontre, ils me disent tous on pensait que tu exagérais, mais tu avais raison. Donc vous pensez que le déficit, c'est de la faute à Macron, en clair? Il y est quand même pour beaucoup. En plus, s'il a lui-même refusé ce que dit Bruno Le Maire, de faire une loi de finances rectificative, donc de prendre des mesures sérieuses de redressement au moment où c'était encore plus facile. Je vais vous dire une chose, avec quelques amis, y compris parfois de droite, députés, Gilles Carrès, président de la commission des finances, qui n'était pas de mon bord, comme on dit, mais qui était réputé pour être quelqu'un, un vrai spécialiste. Quelqu'un que je fréquentais, bien sûr, il était président, j'étais rapporteur, ou l'inverse à un moment. Bref, et on se disait souvent la chose suivante, les économies, il faut les faire quand ça va bien. Parce que quand ça va mal, c'est beaucoup plus difficile de faire des économies. Parce que tout le monde dit, on a parlé tout à l'heure des services publics qui flanchaient un peu, faire des économies là maintenant, c'est encore plus dangereux. Juste avant le début de l'émission, vous me disiez que Bayrou envisageait officiellement 50 milliards d'économies. Barnier disait à peu près
la même chose. Il disait que c'est mission impossible. S'il arrive à faire 20 milliards, ça sera le bout du monde. Oui, je confirme. Nous avions, pardon de le rappeler, on a trouvé un déficit à 5,4% en 2012. Nous sommes partis avec un déficit quasiment égal à 3%. C'est-à-dire qu'on a quand même réduit le déficit de moitié. C'est-à-dire, en augmentant les impôts, toutefois. Parfois, oui, bien sûr. Oui, non, mais écoutez, il n'y a pas de tabou. Puisqu'il y avait même un ministre de l'économie qui avait dit qu'il faut faire attention au ras-le-bol fiscal. C'est Pierre Moscovici, oui, aujourd'hui président de la Cour des comptes. Le président de la Cour des comptes et beaucoup d'honneurs de leçons. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que nous avions fait 50 milliards. Quand je suis arrivé en 2014, mon prédécesseur, qui était Bernard Cazeneuve, avait construit un plan d'économie de 50 milliards à la demande du Premier ministre de l'époque, qui avait été en tout cas Jean-Marc Ayrault. C'était au moment du changement. Et 50 milliards, en gros, on les a fait, mais sur 3 ans. Donc en gros, ça n'a pas été simple. L'État peut faire 15 milliards d'économies par an. Je dis, si on en fait 20, on a vraiment bien travaillé. Et donc, la situation d'aujourd'hui nécessite de dire, voilà, on va mettre 3, 4, 5 ans à faire ce qu'il faut pour revenir dans des normes. Alors, est-ce que c'est un risque? Je voudrais quand même reprendre cette question. Vous disiez, est-ce que la France craint beaucoup des marchés financiers, des taux d'intérêt, etc. Oui, c'était le sens de ma question. Je vais aller à contre-courant de la pensée générale. Moi, je ne pense pas. Je vais vous dire pourquoi. Mettez-vous à la place des marchés financiers. Ils sont certes multitêtes, etc. Mais imaginons que vous avez quelqu'un qui s'appelle le marché financier. Vous avez un grand pays du monde, le 5 ou 6e puissance économique du monde, qui vous rapporte 50 milliards ou un peu plus tous les ans. Vous n'allez pas le tuer quand même. Vous n'allez pas le mettre en banqueroute. Si vous mettez ce pays en banqueroute, il vous en rapportera plus rien ou plus grand-chose. Donc je pense que les marchés financiers continueront toujours. Et les taux d'intérêt, alors heureusement, il y a aussi la Banque Centrale Européenne qui peut un peu améliorer et adoucir un certain nombre de choses. Et je pense que les marchés financiers n'ont pas intérêt à ce que la France soit... Mais est-ce que vous redoutiez, comme ministre, les agences de notation? Je entendais ce matin qu'il y avait l'agence de notation Standard & Poor's qui va faire... Ça me fait sourire, je vais vous dire pourquoi. En 2012, quand François Hollande... Standard & Poor's va intervenir, va faire une nouvelle notation, notation supplémentaire. Écoutez, en 2012, quand François Hollande est arrivé, la situation budgétaire était désastreuse. 5,4, je crois, de déficit. Je me suis d'ailleurs toujours étonné qu'on ne le dise pas plus. Et je vous dis franchement, à l'époque, Cahuzac, Ayrault me disaient « Mais non, parce que si on le dit trop, les marchés financiers vont nous allumer. » Bon. Donc, à l'époque, on avait tous les 8 jours les échos qui disaient l'agence, alors c'était Standard & Poor's, il y en a plusieurs, Fitch, machin, bidule, enfin, des noms pas possibles. Moi, je connais personne, je connais pas Madame Standard et Monsieur Poor's, mais tous les 8 jours, on parlait des agences de notation. On a réduit les déficits. Ça nous a coûté cher sur le plan politique. Les frondeurs, ça nous a coûté cher sur le plan électoral. Vous avez rappelé mes résultats de l'élection 2017 tout à l'heure. Je pense que c'est une des explications de la déroute des socialistes en 2017. Et donc, on ne parlait plus des agences de notation. On avait oublié qu'elles existaient. C'était terminé. Et puis, depuis quelques semaines, voilà qu'elles ressortent du bois et qu'on recommence à parler des agences de notation et d'attendre si on vous rajoute un A, un plus, comme les andouillettes, pour savoir dans quel état vous êtes. On sait qu'on est dans un état difficile. Pourquoi on pourrait aussi consacrer une deuxième heure à tout ça. Christian Ecker, il nous reste une poignée de minutes. On va regarder un peu l'avenir, très rapidement, sur l'avenir politique, avant de terminer là aussi en musique. J'ai encore 2-3 questions, une question surprise à vous poser. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez renoué avec le Parti socialiste pour participer au Congrès. Statutairement, le Congrès doit se dérouler dans l'année, mais apparemment, Olivier Faure n'a pas l'air d'être trop pressé. Est-ce que le PS est en capacité aujourd'hui de sortir des limbes quel serait un peu votre... Bon, on a compris que c'était Bernard Cazeneuve que vous verriez bien en 2027. Au niveau du PS, comment vous voyez l'avenir là? Bon, écoutez, l'avenir n'est pas forcément rose, pardon de cette formule. Mais en tout cas, le PS semble revenir à une position qui soit plus celle d'un parti de gouvernement avec, je dirais, une forme de crédibilité et de raison.
Je l'ai dit tout à l'heure, le programme du nouveau Fonds populaire était à peu près délirant, enfin, je veux dire, sur le plan financier, budgétaire et des grands équilibres qu'il faut savoir garder. Vous pouvez toujours dire que demain on rase gratis. On sait tous où ça conduit. D'ailleurs, on est en train de le voir. Donc, sur ce plan, le PS doit reconstruire un programme aussi. On parle peu de programme en ce qui concerne le Parti socialiste. D'ailleurs, en ce qui concerne la plupart des partis politiques, on parle peu de programmes, peu de projets. Alors, vous parliez de Bernard Cazeneuve. Oui, ça peut être une incarnation, mais pas trop qu'on se focalise sur les femmes ou les hommes. Je veux dire, plusieurs peuvent occuper ce créneau. François Hollande ? Bernard Cazeneuve, François Hollande, Carole Delga, Michael Delafosse, Glucksmann. Je rappelle qu'en 2017, vous aviez soutenu Manuel Valls, enfin 2016. Oui, mais c'était un moment particulier quand même, où on venait d'apprendre que François Hollande ne se représenterait pas. Aujourd'hui, je ne soutiendrai pas Manuel Valls. Il a eu trop d'aléas personnels et de mouvements. Bernard Cazeneuve... On se disait, je crois, tout à l'heure, qu'on n'en parle plus beaucoup. Bernard Cazeneuve a connu des événements personnels et familiaux graves et qui l'ont affecté. Alors, la page n'est peut-être pas complètement tournée, mais je sais que Bernard Cazeneuve fait travailler beaucoup de monde. Peut peser, peut réunir beaucoup de monde, et je souhaite que ce soit le cas. Parce qu'il y a un créneau politique aujourd'hui qu'il faut occuper et qui, je crois, est attendu par un grand nombre d'électeurs. Moi, quand je fais mes courses, il y a plein de gens qui viennent me voir, qui me disent « Écoute, on a voté socialiste toute notre vie, mais on aimerait bien recommencer, mais là, on ne peut plus. » Voilà, donc je crois qu'il faut leur offrir une alternative. Là, faire vite, parce que je vois que le technicien me fait les gros yeux, parce qu'on va déborder. Donc, très rapidement, une question avant une petite note musicale en conclusion. La question surprise, qu'est-ce que vous auriez envie de déclarer aujourd'hui, rapidement, que vous n'avez jamais exprimé publiquement ? Est-ce qu'il vous vient une pensée, une idée que vous n'avez jamais exprimée publiquement, vous auriez envie de dire tout de suite là ? D'abord, j'aurais du mal à l'exprimer, puisqu'on est en public, mais là, vous me prenez vraiment de court. Et puis, qu'est-ce que j'ai jamais exprimé publiquement ? Je crois peut-être la passion que j'ai de la vie publique et de la société, que chacun doit y participer, doit le construire. Tout à l'heure, France Gall résiste. Pourquoi ? Parce que ça a un sens politique. Je suis d'une génération qui a eu beaucoup d'engagement sur la vie publique, sur la vie politique. Et ça, j'ai parfois gardé beaucoup de réserves sur ce point, mais j'aimerais effectivement que les jeunes générations, c'est plus mon cas, s'engagent, et j'ai un peu de mal à leur dire. Bien, merci Christian Altcaire pour cet entretien. RCN. Le son de la différence.